Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous avons quelques news cette semaine-ci et aussi comme j'avais pas fait de Texama Show la semaine dernière, nous avons les news de 2 semaines. On a des news au niveau de l'espace, plutôt intéressantes. Huawei qui a sorti son P50, mais au final pas beaucoup de gens vont l'acheter certainement ici vu que y a toujours pas le Google Play Store. Et d'autres news par rapport par exemple à des cartes graphiques, notamment la 6600 XT d'AMD qui arrive bientôt. Commençons tout de suite, vous avez une table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture, comme ça vous pouvez sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. Commençons justement par une news avec Huawei qui a annoncé son P50 Pro et P50 aussi certainement, qui est évidemment leur nouveau flagship, qui du coup est un smartphone assez particulier parce que c'est le premier, on va dire, au niveau des gros flagships de chez Huawei qui utilise maintenant Harmony OS, dans sa version 2.0 d'ailleurs, qui est, je vous rappelle, basé sur Android. Donc c'est un fork d'Android, donc ils ont pris Android, ils ont refait à leur façon. Il n'y a pas des services Google, évidemment, il n'y a pas le Play Store, ils ont leur propre store. Donc ça, c'est quelque chose qui va évidemment rendre la vente de ce téléphone compliquée en Europe parce que pas beaucoup de gens seraient intéressés. Et même, ça se voit de toute façon, Huawei a arrêté d'essayer de vendre leur nouveau flagship sur Harmony OS en Europe de toute manière. Aussi, du coup, il y a d'autres particularités. Il utilise un processeur Qualcomm, oui, Snapdragon d'ailleurs 888. Donc ça, c'est assez particulier parce que normalement, Huawei a ses propres processeurs. Mais je vous rappelle qu'ils ont été interdits d'utiliser des technologies américaines. Donc, ils ne peuvent plus fabriquer de nouveaux processeurs. Donc, ça inclut leurs processeurs qui n'étaient pas trop mal, franchement, en plus. Et donc, ils sont obligés d'utiliser ceux de Qualcomm. Ils ne peuvent pas utiliser aussi de modem 5G parce que, encore une fois, ils ne peuvent pas utiliser les dernières technologies américaines. Donc, c'est un Snapdragon 888 avec seulement, on va dire, de la 4G. Du coup, c'est assez particulier au niveau spec. Il y a d'autres particularités comme notamment cette situation au niveau caméra, comme vous pouvez voir. Donc, nous avons 3 capteurs en haut, plus le capteur périscope en bas qui est rectangle, ça se voit assez bien. Et avec cette énorme forme qui ressort à l'arrière du téléphone pour justement abriter tout ça, pendant que je reçois un tweet. Il est vendu en dessous de $1000 d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, 6,6 pouces d'ailleurs au niveau des specs. Il y a 8 Go de RAM d'ailleurs. La batterie est un petit peu faible, 4360 mAh, donc ça se demandait s'il devrait peut-être pas un peu réduire la taille de cette prohubérance caméra en mettant un peu plus de batterie. Mais bon, bref, dans tous les cas, comme je dis, c'est pas forcément un smartphone que vous allez acheter vu qu'il sera difficile à acheter. Il a aussi le bord courbé que j'aime vraiment plus sur un smartphone maintenant, c'est plus embêtant qu'autre chose. Donc ma foi, oui, Huawei a un nouveau flagship sur Harmony OS, mais leur problème continue et c'est fort dommage parce que j'aimais bien leur téléphone franchement. Et maintenant, les seuls téléphones qu'on trouve encore en Europe de Huawei, ce sont des anciens modèles qui peuvent continuer de fabriquer parce qu'ils ont été fabriqués avant le ban et du coup, ils peuvent continuer de répéter ce modèle-là. Le problème, évidemment, c'est qu'ils sont de plus en plus vieux et de plus en plus non à jour, surtout au niveau des specs. Donc, ils baissent le prix, mais au bout d'un moment, ils ne pourront plus continuer comme ça. Donc, on verra bien ce que ça donnera, ma foi. Ensuite, on a une vidéo qui concerne un petit peu YouTube, avec ici le joueur de grenier sur la chaîne Bazar du Grenier, mais ça concerne aussi une vidéo qu'ils ont sortie sur leur chaîne principale sur la série de jeux Duke Nukem. Si vous ne savez pas ce que c'est Duke Nukem, c'est une vieille série de jeux qui date de pas mal de temps, qui basiquement avait des contenus assez sensibles, dirons-nous. C'est un petit peu le Doom au niveau gameplay, mais avec du contenu beaucoup plus sensible et un mec assez charismatique, on va dire, comme personnage principal. Et du coup, le joueur du grenier a fait une vidéo dessus. Et donc, forcément, avec la quantité de contenu sensible qu'il y a dessus, ça peut poser des problèmes avec YouTube. YouTube sont assez bien, on va dire, restreints là-dessus. Donc, il a demandé, et ça, c'est ce qui parle justement dans cette vidéo-là, il avait demandé à l'époque au contact qu'il avait chez YouTube de regarder et de dire ce qui posait problème. Et lui, après, il floutait derrière. Et si vous regardez cette vidéo, il parle de pas mal d'exemples où, en gros, on lui demande de flouter des trucs qui, franchement, n'ont aucun sens. Hein. Genre, c'est comme si je montrais un bic à l'écran et qu'on me dit « Ah non, il faut le flouter, ça, parce que ça a une forme un petit peu suggestive. Hein. » Donc, c'est vraiment ridicule, en gros. Il y a pas mal d'exemples là-dedans. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo. Et du coup, il en a eu marre et il a décidé de poster la vidéo non censurée directement sur YouTube. Ce qui forcément a mené à la vidéo qui s'est fait démonétiser, mais aussi shadow ban. Donc pour ceux qui ne savent pas sur YouTube, il y a... Alors c'est dû en partie aussi à la monétisation, mais en gros,
s'il y a des vidéos qui posent problème pour YouTube, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont les shadowban. Donc en gros, ils vont arrêter de les mettre dans l'onglet tendance. Ils vont pas les mettre dans les recommandations. Elles seront toujours dans les boîtes d'abonnement, mais basiquement, elles apparaîtront nulle part d'autre. Donc elles sont vraiment shadowban. Donc tout est fait pour qu'on les voit le moins possible sur la plateforme, mais quand même en laissant le strict minimum. Et ça, c'est quelque chose que YouTube a genre nie de faire. Ils disent non, ça n'existe pas le shadowban, mais on a plein d'exemples par le passé d'une telle pratique. Il y a aussi d'autres pratiques qui ressemblent à du shadowban. C'est le fait qu'ils mettent moins en avant les vidéos pas monétisées, forcément. Ils veulent mettre en avant une vidéo monétisée plutôt qu'une vidéo non monétisée où ils ne font pas d'argent. Donc en général, les vidéos non monétisées sont moins recommandées aux abonnés et tout ça. Ce qui est très embêtant, évidemment. Donc là, ils se sont fait shadowban, démonétiser. Et il parlait justement de toute la frustration qu'il y a là par rapport à ça. Il a posté aussi du coup la vidéo censurée selon les recommandations de YouTube, donc les comptes activés chez YouTube. Et cette vidéo-là aussi s'est fait démonétiser au bout de 24 heures. Pourquoi? Parce qu'il y avait d'autres trucs qui posaient problème. Et ça, c'est quelque chose que je ne savais pas personnellement par rapport à YouTube. Et je ne savais pas que... Donc il y a des modérateurs YouTube, donc c'est des personnes qui, en plus du système automatique, vont regarder une vidéo pour voir s'il y a un problème. Donc littéralement, ils vont regarder vite fait là où ça pourrait poser problème, ou là peut-être le robot YouTube a déjà trouvé des problèmes, et juste dire ok, non, le robot s'est trompé, ou alors non, oui, cette vidéo pose problème, elle est démonétisée. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il peut y avoir plusieurs modérateurs qui passent l'un après l'autre, et ils peuvent changer les décisions de l'un à l'autre. Donc si le premier modérateur a dit ah non, c'est bon, cette vidéo, on peut la monétiser, et qu'un autre modérateur arrive après, parce que peut-être quelqu'un reporte la vidéo, il peut démonétiser la vidéo. Donc ça casse la décision du premier modérateur, ce qui est de la folie selon moi. Selon moi, genre ça devrait être, et c'est le cas dans pas mal de trucs, c'est que la première décision devrait être celle qui a appliqué, et éventuellement, si elle a posé problème à celui qui a uploadé la vidéo, qui compte la contester, peut-être qu'on peut réévaluer la première décision et voir avec justement le fait de peut-être la remonétiser s'il y avait un problème avec le premier modérateur. Mais jamais on devrait avoir un deuxième modérateur qui passe et qui dit « Oh non, finalement, non, on revient en arrière ». C'est de la folie. C'est comme si vous alliez en cour de justice, vous étiez jugé, on vous jugeait non coupable, et puis un juge d'un coup qui décide de rejuger votre cas et dit « Ah non, non, finalement, il est coupable » pour des choses que vous avez déjà été jugé non coupable. C'est de la folie quand on y pense. Il y a des procédures judiciaires où on peut faire ça dans la vraie vie, mais là, c'est fait totalement à la liberté de YouTube. YouTube est le juge, YouTube est le juré, et YouTube est le bourreau. Donc, ils ont tous les pouvoirs, littéralement. Évidemment, ça vient du fait que ça reste une entreprise privée. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent techniquement sur la plateforme, même si on peut argumenter que, selon moi, et je pense que c'est quelque chose qui va arriver dans ces prochaines années, c'est que des entreprises comme YouTube, Twitter, Facebook, maintenant sont passées dans le domaine public. C'est comme, au final... genre Facebook, même tous les réseaux sociaux, c'est comme aller dans la rue maintenant. Franchement, c'est tellement une commodité pour la plupart des gens que pour moi, ça passe dans le domaine public. Et du coup, ils ne devraient plus avoir autant de contrôle avec leurs règles privées. Mais après, il y a aussi un autre argument que vous pouvez avoir, c'est que si ça passe plus dans le domaine public, ça veut dire que c'est l'État qui doit mettre des restrictions ou contrôler ce qui se passe dessus, avec par exemple la police. Mais il y a des gens qui n'aimeraient pas non plus que justement l'État ait son nez dans ce genre de choses. Mais soyons honnêtes, si vous devez choisir entre l'État et le système YouTube à l'heure actuelle, il vaut mieux l'État, franchement. Parce que l'État, bien souvent, devra prendre des décisions de justice pour faire des restrictions. Ici, YouTube, c'est juste « Ah, on a décidé que non, vous ne pouviez plus uploader des vidéos sur les cartes Pokémon. Pouf, c'est banni maintenant. » Ils peuvent le faire. En 5 secondes, c'est fait sur leur plateforme et personne ne peut le contester. Ils ont totalement le droit. Le deuxième problème, du coup, qui découle de tout ça, c'est que YouTube est une société américaine, donc le droit qu'ils essayent de respecter au niveau légal, c'est le droit américain, forcément. Et le droit américain, il est rempli de choses très étranges, et surtout, les Américains sont des sacrés puritains, des fois. Donc, en gros, ils sont choqués par le moindre truc, en mode « Oh là là, on a vu ça. Ouh, oh non, 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 il faut censurer. Ça ne va pas du tout. » Et donc, forcément, ça se retranscrit sur YouTube, ce qui est très étrange. Ça amène à des situations vraiment étranges. Et il y a pas mal d'exemples dans la vidéo du joueur de grenier ici. Je vous invite vraiment à la regarder. C'est incroyable à quel point c'est stupide, franchement. Ça invitera aux gens d'aller sur YouTube Kids.
Mais du coup, on se retrouve dans cette situation très étrange où on doit faire, en tant que youtubeur, des contenus qu'un enfant pourrait regarder, donc family friendly, mais au final, ça va sur une plateforme où les enfants ne sont pas censés regarder. Donc c'est vraiment étrange. C'est extrêmement étrange comme situation. Et au final, c'est dû au fait qu'on doit faire du contenu qui fait plaisir aux annonceurs. Parce que les annonceurs, il y a eu plusieurs scandales par le passé, ils veulent du contenu le plus clean possible. Et YouTube, littéralement, accepte tous leurs besoins et tous leurs désirs, sans même essayer de jauger un petit peu les choses. Non, ils en ont rien à faire. YouTube a dit plusieurs fois par le passé qu'ils essayaient d'équilibrer entre les créateurs et les annonceurs de pub. Ce n'est pas du tout vrai. Les annonceurs de pub ont tous les pouvoirs. Et ça s'est déjà vu par le passé. Il y a des pubs vraiment chelous, des fois, qui sont diffusées sur YouTube. Et YouTube ne les contrôle pas du tout. Il y a même le robot YouTube qui est censé contrôler les vidéos, ne contrôle même pas les pubs au même degré. Donc c'est n'importe quoi. Dès que vous donnez de l'argent à YouTube, vous pouvez faire basiquement ce que vous voulez. Mais par contre, si vous postez des vidéos sur YouTube, alors là, c'est bienvenue dans le centre de sécurité level 50 où vous allez devoir littéralement remplir tous les formulaires possibles et imaginables, censurer le moindre truc qui pourra avoir un aspect phallique sur votre vidéo afin de pouvoir la poster et peut-être espérer être accepté dans le programme de monétisation. Donc ouais, pas mal de problèmes sur YouTube. J'aime beaucoup YouTube, hein, je tiens à le préciser, j'aime beaucoup YouTube. Mais ce que j'aime sur YouTube, c'est les gens qui font des vidéos sur YouTube. La plateforme en tant que telle, ce n'est plus celle que j'aimais par le passé, celle de 2013. Ce n'est plus la même, plus du tout la même. J'aime toujours les YouTubers, j'aime toujours les contenus qui sont créés sur YouTube, je les adore personnellement, il y a énormément de créativité, mais ça, c'est en train de tuer notre créativité. Parce que maintenant, le joueur du grenier en a parlé, mais s'ils sont obligés de censurer tout, quel est le plaisir à faire une vidéo sur Duke Nukem? Ça n'a aucun sens. Et ça va continuer dans ce sens-là si on les laisse faire, vraiment. Et le problème, c'est que, de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose non plus. Donc, oui, pas mal de problèmes. Et pour ceux qui se demandent pourquoi il n'y a pas une alternative qui existe à YouTube, techniquement, il en existe. Genre, pour le stream, il y a Twitch. Pour les petites vidéos courtes, vous avez TikTok, qui fait beaucoup mieux que YouTube, parce que YouTube a fait de la merde à ce niveau-là. Encore une fois, YouTube qui fait des mauvaises décisions. Hein. Par le passé, les gens, genre, il y avait beaucoup par le passé de vidéos de 1 à 2 minutes sur YouTube. Et puis YouTube était en mode, non, c'est trop facile, vous devez faire des vidéos de plus de 10 minutes maintenant. Donc ça veut dire que les vidéos d'1 à 2 minutes étaient beaucoup moins monétisées et étaient beaucoup moins recommandées aussi. Donc ça a forcé les gens vers les vidéos de 10 minutes. Donc comme ça gardait plus les gens sur YouTube aussi. YouTube était content. Mais le truc, c'est TikTok, ça, en fait. Ils ont tué leur ancêtre de TikTok qu'ils avaient déjà sur leur plateforme. Au lieu de faire un truc spécial rien que pour ça. Genre, s'ils avaient lancé leur propre TikTok à cette époque-là, ils auraient été révolutionnaires, on peut le dire. Ils auraient été vraiment avant tout le monde. Mais non, ils ont tué tout ce type de contenu. Et puis quand TikTok a été populaire, après Vine qui a été aussi populaire, ils étaient en mode oh mince, on doit faire aussi ça parce que c'est populaire. Hein. Et t'es en mode, mais vous êtes sérieux les gars, vous êtes 3 ans en retard. Et en plus, vous aviez déjà ça avant que TikTok n'existe sous sa forme actuelle. C'est juste ridicule quand on y pense. Donc, le nombre de mauvais choix sur YouTube, que ce soit là-dessus, sur le streaming, sur n'importe quoi, il est temps que la direction de YouTube change. Franchement, il est temps que ça change parce qu'il n'y a que des mauvaises décisions qui sont prises. Peut-être que ça fait plaisir aux investisseurs, mais moi je le dis, ils sont en train de courir vers le mur. Le jour où Twitch se lance à fond dans le gaming, et ils ont le pouvoir, il y a Amazon derrière, ils ont les serveurs, si Twitch d'un coup fait « Ok, maintenant on a une boîte d'abonnement sur Twitch, vous pouvez uploader des let's play, et il y a un système de notification et tout ça, genre basiquement ils copient le système de YouTube, tout le gaming, je peux vous jurer que, alors tout ne va pas switcher dessus, mais il y en a beaucoup de gens qui vont switcher dessus, surtout que sur Twitch, la monétisation marche bien. Et même si les pubs ne rapportent pas énormément, c'est le cas de YouTube aussi, il y a les subs, il y a énormément de choses en place sur le système de Twitch qui permettent aux gens d'en vivre. Et ils vont avoir un premier exodus, on peut le dire, au niveau gaming, surtout qu'il y aura beaucoup moins de censure certainement sur la plateforme de Twitch. Donc, yep. Voilà, moi je le dis, c'est un désastre qui attend d'arriver pour YouTube, et s'ils veulent continuer d'être dominants dans le marché, il faut qu'ils changent de direction. Je dis pas qu'ils doivent faire tout ce que les créateurs disent,
clairement, hein, s'ils veulent équilibrer les choses, ils doivent penser aux investisseurs et tout ça. Ça reste une entreprise. Mais là, ils ont peut-être un peu trop écouté les investisseurs et ceux qui font de la pub. Ce qui d'ailleurs est, selon moi, encore plus étrange, hein, parce que si YouTube était respecté, il y aurait beaucoup plus de gens qui prendraient YouTube Premium, certainement, et ils se feraient plus de revenus qui ne dépendraient pas justement de personnes qui postent des pubs sur leur plateforme. Mais Google continue d'être en mode on doit faire l'argent avec de la pub. La pub, c'est ce qu'on est connu. Et ils n'essayent pas de développer des trucs à côté, ce qui, selon moi, est ridicule. Enfin bref, je pourrais en parler pendant des heures. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous avez des réactions par rapport à ça, parce que je suis assez intéressé de voir ce que pensent les viewers, parce que moi, je suis créateur de contenu, je fais des vidéos. Je suis aussi viewer, mais comme je suis créateur de contenu, mon avis est différent forcément du vôtre. Donc je serais curieux de voir justement ce que vous en pensez là-dessus. Ensuite, on a une news en rapport avec les problèmes de production et de supply, donc d'acheminement de tout ce qui est matériaux pour justement la production de processeurs ou de n'importe quoi en rapport avec l'électronique. Et malheureusement, ça continue d'être plutôt mauvais. C'est aussi normal parce que beaucoup de ces problèmes d'acheminement, déjà, c'est un problème aussi de production. Donc, on ne produit pas assez de puces. Et du coup, il faut plus d'usines pour fabriquer ces puces parce que la demande a explosé ces derniers temps. Et il faut du temps pour construire ces usines, tout simplement. Et c'est aussi un problème d'acheminement de matériaux bruts. Ces matériaux bruts ont arrêté d'être produits, ou en tout cas ont largement diminué au niveau de leur production pendant la crise qu'on a eue en 2020. Et du coup, ceux qui produisaient ces matériaux se disaient « Oh, il y a une crise, on va arrêter de produire parce qu'il ne faut pas qu'on accumule trop de stock, on va attendre un petit peu. » Mais le problème, c'est que d'un coup, la demande a repris en plein milieu de l'année 2020. Les gens voulaient des webcams, les gens voulaient des ordinateurs pour travailler à domicile. Et du coup, ils n'ont pas du tout prévu ça. Et donc, la demande a sauté d'un coup. Et derrière, il n'y avait aucun matériau disponible. Et il faut le temps de déjà avoir une production qui suit la demande actuelle. Mais il faut aussi suivre la demande du passé. Genre, on a de la demande qui s'accumule quoi, au fil du temps. Donc, il faut produire énormément. Et ça prend du temps, tout simplement. Donc, petit à petit, les situations s'améliorent un petit peu dans certains domaines, mais il y en a d'autres qui ça ne s'améliore tout simplement pas, quoi. Donc ça, cette news parle que oui, ça continue d'être le cas, malheureusement, pour ceux qui se demandent. Les prédictions indiquent que ce ne sera pas du tout réglé en 2021. Ça sera en partie un petit peu réglé en 2022. Il y en a même qui disent que au pire, il faudra 2023, voire 2024 avant que tout redevienne normal. Là, on parle vraiment de normal. Après, tenez compte que il ne faut pas que tout soit normal pour qu'on puisse avoir des prix raisonnables pour les cartes graphiques ou ce genre de choses. On pourra en avoir avant, mais si vous voulez retrouver un semblant de normalité, 2023-2024, certainement. C'est, selon moi, assez abusé. Bref. Il y a aussi d'autres trucs qui parlent de ça, notamment la situation devrait un petit peu pas s'améliorer, justement, le contraire. La situation va devenir plus compliquée fin 2021 parce qu'il y a toujours énormément de produits qui se lancent en 2021, notamment l'iPhone. Et l'air de rien, il y a des gens qui ne se rendent pas compte, mais si Apple décide que l'iPhone a d'un coup 2 Go de RAM de plus, ça veut dire que pour la quantité d'iPhone produite, hein, c'est des dizaines de millions, ça fait des dizaines de millions de gigas de RAM en plus à produire. Et donc, forcément, la quantité de puces mémoire à fabriquer en plus, ou les plus grosses puces mémoire en tout cas à fabriquer, veut dire que ça va demander encore plus de matériaux et plus de production de haut niveau. Et les gens ne se rendent pas compte de ça. Donc limite, il faudrait que le prochain iPhone n'ait pas plus de RAM, ou sinon ça pourrait vraiment causer des problèmes au niveau de la RAM. Il y a déjà justement des news là-dessus sur le fait que la GDDR6 notamment a des gros problèmes de production. C'est certainement pour ça, en partie, hein, que les cartes AMD ont du mal à être produites, en plus du fait que TSMC, qui est le fabricant de cartes graphiques et de processeurs pour AMD, en tout cas, ils font le silicium, donc le petit morceau de silicium qui est au centre de la carte graphique ou au centre du processeur. Eh bien, eux, ils sont extrêmement demandés en ce moment. Ils fabriquent pour Apple, notamment. Ils fabriquent pour énormément d'entreprises. Et du coup, le peu de production qu'a AMD, ils le concentrent sur ce qui rapporte. Et qu'est-ce qui rapporte le plus? Les processeurs, parce que les processeurs utilisent un beaucoup plus petit silicium qu'une carte graphique qui est assez énorme.
Donc, si vous voulez maximiser votre production, ben, vous fabriquez des processeurs, c'est plus intéressant. Et ou sinon, ben, si vous fabriquez des cartes graphiques, forcément, le plus rentable, c'est les grosses cartes graphiques. Donc, c'est pour ça qu'on a très peu de 6700 XT ou ce genre de choses. Même s'il y en a un petit peu, hein, mais il n'y en a pas autant qu'il devrait en avoir. Ce qui fait que les prix vont évidemment augmenter malgré que personne ne les utilise pour miner des cryptocurrencies, hein, pour ceux qui se demandent. Donc, c'est vraiment là un problème de juste pure production. Il n'y en a pas assez pour la demande et c'est pour ça que le prix est très très haut et forcément, bah, c'est compliqué. Mais justement, est-ce que la situation niveau carte graphique ne s'améliorerait pas si on avait une nouvelle carte graphique qu'on pourrait acheter éventuellement, une carte graphique plus orientée milieu de gamme? Eh bien, c'est ce que veut faire AMD techniquement avec la 6600 XT qui est du coup annoncée. Elle est annoncée maintenant, c'est officiel, ils l'ont annoncé lors d'un événement en Chine, assez méconnu d'ailleurs. Elle aura du coup 2048 coups d'accord, 8 Go de GDDR6, et aussi du coup elle sera vendue à 379 $. Et le niveau de performance indiqué par AMD, à prendre toujours avec des pincettes évidemment, est au-dessus d'une 3060. Ce qui est logique parce qu'elle coûte plus cher, mais alors, évidemment, les prix ne veulent plus rien dire en ce moment, mais normalement, dans un monde normal, à 419 €, je vous rappelle que vous avez la 3060 Ti qui est beaucoup plus puissante qu'une 3060. Et la 3060 est vendue 340 et des euros, normalement, encore une fois. Mais c'est pas une carte très intéressante pour son prix. Vraiment pas très intéressante. Je l'ai déjà parlé dans la review, si vous ne l'avez pas vu. Genre, Nvidia a fait très peu d'efforts sur la 3060, au point même que la 3060 mobile est techniquement plus puissante. En tout cas, elle a des meilleurs specs. Et c'est vraiment étrange. Et vous voyez vraiment qu'ils ont fait le strict minimum parce qu'ils n'avaient pas besoin de faire plus, parce que la situation au niveau carte graphique était déjà compliquée et que de toute manière, les gens allaient l'acheter quoi qu'il arrive s'ils la trouvent moins chère que la plupart des autres cartes. Et c'est vraiment le cas, honnêtement. La 3060 existe vraiment pour maximiser les profits, selon moi. Bref. Dans tous les cas, cette 6600 XT est plus puissante, oui, mais elle coûte quand même plus cher, 379 $. Annoncé en tout cas, encore une fois, c'est le prix annoncé, ce ne sera pas le vrai prix, on peut être sûr à 100%. Donc, je la trouve déjà d'un point de vue de ce qu'on sait, hein, et de ce qu'on voit par rapport au graphe d'AMD, elle n'est pas hyper intéressante. Même si la situation au niveau carte graphique était normale, elle serait pas si intéressante que ça en fait. Une 3060 Ti serait mieux, quoi. Donc c'est assez particulier qu'ils sortent une carte graphique pareille. Après, encore une fois, peut-être que ce prix dépend des problèmes de production et tout ça. J'y crois pas trop parce que la 6700 XT est sortie pendant qu'il y avait tous les problèmes de production et son prix ne reflétait pas du tout la réalité. Donc, yep. Mais bon, il y a quand même quelques trucs qui pourraient aider avec cette 6600 XT. Elle a 8 Go de GDDR6. Ça veut dire que c'est un peu plus facile de trouver de la RAM pour justement faire cette carte. Si elle avait 12 ou 16 Go, ce serait beaucoup plus compliqué d'en avoir. C'est même d'ailleurs un peu plus facile qu'une 3060 qui utilise 12 Go de RAM. Est-ce que c'est un problème au niveau performance d'avoir seulement 8 Go de RAM sur une carte graphique milieu de gamme? Selon moi, non. 8 Go, c'est suffisant pour une carte graphique milieu de gamme au-dessus de 300 € et en dessous de 400 €. Même un peu au-dessus de 400 €, ça dépend évidemment de la résolution à laquelle vous jouez. Mais ça va, franchement. Et AMD l'indique, pour eux, 8 Go de RAM, c'est du 1080p. Et je dirais même que vous pourrez jouer en 1440p sans problème. Surtout le niveau de performance qu'on connaît de cette carte par rapport à la 3060. Ça passera. Mais c'est juste que eux, ils se disent dans leur tête, ok, c'est une carte pour le 1080p, avec beaucoup de détails évidemment, hein, du vrai 1080p, certainement à plus de 120 Hz et tout ça. Mais bon. Et du coup, un autre truc qui pourrait aider pour cette carte, c'est elle utilise un GPU beaucoup plus petit. Donc le GPU qui était dans la 6700 XT, c'est Navi 22 XT. C'est le même qui d'ailleurs doit être utilisé pour la PS5 d'ailleurs. Et il est plus petit du coup sur cette 6600 XT parce que c'est le Navi 23 XT avec évidemment justement seulement 2043 core ou stream processor. Il y a moins d'Infinity Cache et tout ce genre de spec est un petit peu plus bas bien sûr. Et ça veut dire aussi que la puce est plus petite et si elle est plus petite, vous pouvez en fabriquer plus sur un seul wafer de silicium. Donc pour ceux qui ne savent pas, je résume très vite fait pour que vous puissiez comprendre là où je veux en venir. C'est que quand on fabrique des processeurs ou des processeurs graphiques, on a un morceau de silicium arrondi, c'est un wafer, c'est un disque, et on grave les processeurs dessus. Donc ceux sur le bord, évidemment, ne servent à rien parce qu'ils sont à moitié gravés sur le bord d'un disque, alors que les processeurs sont bien souvent carrés ou rectangulaires. Donc ça, on les coupe, ils ne servent à rien.
Et du coup, on a seulement vraiment la partie au milieu qui est utilisable. Mais du coup, si vous pouvez caser plus de puces sur un wafer, parce que les wafers ont une taille prédéterminée, ben vous pouvez graver plus de puces pour un processeur ou des cartes graphiques. Et donc, pour le même prix que ça vous aurait coûté de graver une plus grosse carte graphique, vous en avez beaucoup plus. Donc c'est pour ça que ça coûte moins cher, bien souvent. Et donc, forcément aussi, d'un point de vue production, comme la production est compliquée, si AMD demande des wafers de Navi 23 XT, ils auront beaucoup plus de cartes graphiques potentielles derrière. Est-ce que ça veut dire qu'on aura plein de 6600 XT sur le marché? Probablement pas, surtout par rapport à ce qu'on a vu avec AMD par le passé. Honnêtement, j'y croirais pas trop. Mais c'est certainement la carte AMD qui a le plus de chances d'avoir le plus de disponibilité à l'heure actuelle. Et en plus, elle est pas trop mal d'un point de vue spec, pas par rapport au prix, hein, encore une fois, mais d'un point de vue spec, elle est pas trop mal. 8 Go de GDDR6, c'est bien pour du 1080p, même du 1440p. Elle a un TDP assez bas, de 160 watts, et normalement, elle a une assez haute fréquence, donc elle devrait quand même être performante pour justement ses specs, donc c'est intéressant. On verra bien ce que ça donnera. Je vais essayer d'en décoter une pour faire un test évidemment à la sortie. Certainement, ce sera une de Power Color parce que littéralement, le seul contact que j'ai de carte AMD, c'est Power Color. Enfin, techniquement, j'ai MSI, Asus et même Gigabyte, mais ils en ont vraiment pas très souvent des cartes AMD, c'est pour dire. Power Color ne fait que des cartes AMD, donc forcément, ils en ont. Donc, si j'en ai une sous la main, je vous ferai un test, ou sinon, ben, on regardera les tests ensemble qui sortiront en ligne. Et puis on regardera sur les sites de vente si genre, on peut la trouver. Mais à mon avis, certainement pas. Donc ouais, on verra bien, ma foi. Ensuite, on a une petite news au niveau du Z690 qui devra arriver en fin d'année. Et je profite de hijack cette news et je le mettrai certainement dans la table des matières. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce qui doit sortir en cette fin d'année, ben, déjà, il n'y aura pas la prochaine génération de Intel, donc Alder Lake, qui tournera sur cette carte mère en Z690. Ça a été décalé en début 2022. Donc, il n'y aura pas de sortie de processeur pour cette fin 2021, pour ceux qui se demandent. À part peut-être des petits nouveaux processeurs. Peut-être qu'AMD va sortir un 5800, non X, ce genre de choses. Mais sinon, non, il n'y a rien de prévu au niveau de nouveaux processeurs. Au niveau des cartes graphiques, évidemment, on aura certainement plus de cartes graphiques milieu de gamme, entrée de gamme, mais rien au niveau de nouvelles cartes graphiques haut de gamme, en tout cas de prévu, surtout avec les problèmes de production. Donc pour ceux qui se demandaient, hey, est-ce que ça vaut la peine d'acheter une partie d'un PC maintenant? Selon moi encore, c'est le cas. Genre le prix des processeurs est le plus bas qui n'a jamais été depuis pas mal de mois. Genre vous pouvez avoir un 5600X pour 279 $ sur Amazon. C'est vraiment bon comme prix pour les performances que vous avez. Vous avez même aussi les Core i5 à 200 € qui sont très intéressants. Encore une fois, j'ai fait des vidéos dans mes... Enfin, si vous regardez mes guides d'achat de processeurs, je les recommande pas mal là-dedans. Il faudrait que je l'update d'ailleurs parce que ça évolue au niveau situation de prix. Donc, je ferai une update certainement. Donc, processeur, c'est bon. Carte mère, c'est bon. La RAM est un peu chère ces derniers temps, mais ça va encore parce que la RAM ne coûte pas non plus un bras par rapport à la plupart des pièces. Le seul problème, c'est vraiment, on peut le dire, la carte graphique et avoir du stock sur l'alimentation. Mais ça, il faut juste trouver du stock. Mais ouais, les cartes graphiques, c'est le vrai problème ici. Mais si vous avez encore une carte graphique potable et que vous voulez update le reste de votre PC, parce qu'il est vraiment lent et que vous en avez besoin, c'est pas une mauvaise chose de changer maintenant et je tiens à le repréciser. Mais bon, pour ceux qui attendent les nouveautés, ce sera en 2022. Donc voilà. Et du coup, cette image montre une possible carte mère Z690. Et encore une fois, elles arriveraient fin d'année, donc pour supporter Alder Lake, qui est du coup la prochaine architecture de Intel, qui je vous rappelle aura 8 gros cœurs haute performance et 8 petits cœurs basse performance. Il y a pas mal d'ailleurs, enfin, il y a eu des leaks là-dessus assez étranges. On en a déjà parlé en réalité, mais il y a pas mal d'informations qui se contredisent, et puis il y a des trucs un peu étranges. Notamment, il y a des gens qui croient que les cœurs basse performance seront aussi puissants que Skylake. Donc, c'est pour information, les Core i9 et i7 de la génération, enfin, c'est plutôt Core i7 de la génération 8000. Donc, le 8700 par exemple, K. Certains pensent que ces cœurs basse performance seront aussi performants que ça. Donc, je suis en mode non, ce serait de la folie. Ce serait même illogique par rapport au principe du processeur même, selon moi, parce que le principe d'un processeur avec des grands cœurs et des petits cœurs, c'est que les petits cœurs soient beaucoup moins performants, mais consomment aussi beaucoup moins derrière pour faire les tâches moins importantes.
Donc ce serait bizarre que d'un coup, ça ait les puissances d'un processeur d'à peine quelques générations qui était déjà très bon, hein. Et même si vous avez un 8700K pendant que mon téléphone sonne à l'heure actuelle, il a encore un très bon processeur. Overclockez-le un petit peu, mettez-lui de la bonne RAM, et franchement, vous en avez encore pour pas mal d'années avec. Donc, yep, j'ai pas compris ce genre de truc. Donc ouais, encore une fois, toutes les rumeurs sur le web, toujours à prendre avec des pincettes. Il y a des trucs assez contradictoires, comme j'ai dit. Mais bon, on verra bien ce que ça donnera. Fin d'année, sans processeur. Oui, d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, donc les cartes mères sortent fin d'année, mais il n'y aura pas de processeur à mettre dedans, hein. Donc, voilà. Très logique des fois Intel. Ils font souvent ça d'ailleurs avec les cartes mères. Ils sortent toujours les cartes mères avant de sortir les processeurs. Je suis en mode pourquoi pourquoi vous faites ça? Ensuite, on a une petite news au niveau spatial, assez intéressante, mais un petit peu effrayante aussi. Donc, enfin, il y a des trucs vraiment étranges d'ailleurs avec cette news. Donc, ça concerne la station internationale et un nouveau module russe qui a été lancé il y a quelques jours maintenant. Donc, déjà, premier truc très étrange avec ce module, je me souviens plus de son nom par contre, donc je vais l'appeler module B. Et l'autre module qui est remplacé, on va l'appeler module A, comme ça vous comprendrez facilement. Donc, en gros, ce nouveau module devait être lancé en 2007. Oui, vous ne rêvez pas, je me suis pas trompé, j'ai pas dit 2007 au lieu de 2017. 2007. Et du coup, il y a eu quelques problèmes, on peut le dire avec. Et ce module, pour information, du coup, devait remplacer un autre module qui était temporaire. Il devait juste rester 5 ans, si je me souviens bien, et qui sert à docker à l'heure actuelle pour les Russes à la station internationale. Ils en ont plusieurs en réalité, mais c'était l'un de ceux qu'ils utilisaient pour docker. Donc, finalement, après tous ces retards et tout ça, ce nouveau module de remplacement, comme je le dis, on l'appelle le module B, a été lancé il y a quelques jours, voilà. Et ils ont retiré l'ancien module. D'ailleurs, il était accroché à une capsule. Ils l'ont fait brûler dans l'atmosphère, voilà. Ils ont mis le nouveau module en place, génial. Et du coup, ce nouveau module, d'ailleurs, est beaucoup plus grand. Il a aussi ses propres panneaux solaires, donc ça rajoute un peu de génération de solaire. Il y a aussi des endroits pour dormir pour les cosmonautes russes, donc ça c'est plutôt cool. Donc ouais, une petite upgrade. Bon, qui a mis un peu de temps à arriver, mais une petite upgrade quand même. Et du coup, il y a eu des problèmes avec ce module. Évidemment, il y en a eu depuis 2007 plutôt, mais il y a aussi des petits problèmes avant le lancement, après le lancement, et aussi du coup, il y a eu un problème docké à la station internationale, notamment le fait que ce module s'est dit « Hey, en fait, je suis pas docké à la station internationale. Je devrais me mettre dans la position pour me docker à la station internationale. » Sauf qu'il était accroché à la station internationale. Donc il a allumé ses moteurs et il a commencé à faire tourner l'entièreté de la station internationale. Alors évidemment, elle est dans l'espace. C'est pas en tournant qu'elle va toucher quelque chose, hein, mais ça posait déjà d'énormes problèmes. Déjà, comme elle tourne, il y a une accélération. Et il faut savoir, même si vous êtes dans l'espace ou vous flottez dans les airs, quand vous avez une accélération, vous sentez une mini-gravité. Forcément, il y a une force qui vous pousse vers la direction opposée vers laquelle va cette accélération. Et du coup, tous les astronautes et cosmonautes sur place étaient en mode wow, what the fuck? Pourquoi d'un coup je sens qu'il y a une mini-gravité qui me pousse vers un sens de la station? Donc déjà pour eux, ça a dû être extrêmement effrayant comme truc parce que c'était pas du tout prévu. Et puis aussi, évidemment, vu que ça fait bouger d'un coup toute la station, normalement, la station, ils la bougent de temps en temps. Quand ils doivent docker, ils la mettent toujours dans un certain sens et tout. Mais c'est prévu. Et ils le font lentement, en respectant justement la structure de la station internationale qui est plutôt massive. Et si vous bougez trop vite, il y a des stress qui pourraient se faire à certains endroits. Et littéralement, par exemple, les panneaux solaires sont très fragiles, hein. S'ils étaient sur Terre, les panneaux solaires de la station internationale, ils tomberaient. Genre, ils ne tiendraient jamais. Donc, s'il y a une accélération soudaine qui applique un effet similaire à la gravité, ça pourrait être très mauvais, en fait. Donc, c'est arrivé. Les systèmes dans la station internationale ont détecté qu'il y avait un problème, donc ils ont essayé de corriger. Le problème, c'est qu'ils n'étaient pas assez puissants par rapport à ce module-là. Donc ça a duré un petit peu, ils se sont un peu battus l'un contre l'autre. Et finalement, alors les Russes il me semble, non, c'est pas les Russes, ou c'est peut-être les Américains, ont dit que finalement ça s'est arrêté parce qu'il n'y avait plus de carburant. Mais ils ont quand même purgé du carburant. Donc à mon avis, c'est plutôt quelqu'un qui a réussi à l'arrêter à distance, peut-être chez les Russes justement, parce que c'était leur module.
On ne sait pas trop. Dans tout cas, ça s'est arrêté. Et du coup, ils ont corrigé évidemment le sens de la station internationale. Et maintenant, ils sont en train de regarder si tout va bien. Parce qu'évidemment, il faut contrôler, voir s'il n'y a pas quelque chose qui a eu trop de stress et qui s'est peut-être cassé ou qui est en partie cassé. Et donc, la NASA était assez rassurante là-dessus. Plutôt, la partie communication de la NASA était rassurante là-dessus en mode personne n'était en danger ni rien. Mais en réalité, alors, personne n'était en danger sur Terre. Même si techniquement la station internationale est plutôt massive, quand elle va si elle réentrait vraiment dans l'atmosphère, ça pourrait poser des problèmes à l'endroit où elle réentre en vrai. Mais bon, ça c'était pas vraiment ça le problème, parce qu'elle ne serait pas d'un coup tombée du ciel. Non, le problème c'est que elle aurait pu réellement, genre un des panneaux solaires aurait pu se casser, se détacher et devenir un débris qui aurait pu percuter autre chose et faire une réaction en chaîne. Les astronautes et cosmonautes étaient vraiment en danger. Genre, c'est réellement le cas, ils étaient en danger. Et c'est un peu bizarre que la NASA essaie de dire oh non, non, tout allait bien, parfaitement. Bon, évidemment, c'est toujours la partie communication, donc ils sont toujours en mode oh, tout va bien, on va jamais dire que tout allait mal. Mais yep, c'était vraiment une situation dangereuse pour ceux qui étaient dans la station internationale. Donc, ma foi, yep, c'est arrivé pour ceux qui se demandent. Un truc assez étonnant, mais c'est vraiment arrivé. Donc là, tout est sous contrôle, comme j'ai dit. Ils sont en train d'investiguer, voir s'il y a des dégâts ou autre chose. Mais yep, il y en a qui ont été pas mal stressés pendant cette affaire-là. Ensuite, on a une autre news qui concerne l'Ariane 5, assez intéressante. Donc l'Ariane 5, si vous ne savez pas, que vous ne suivez pas trop, a eu quelques problèmes de lancement ces derniers temps. Ça fait plus d'1 an en réalité qu'elle n'a plus rien lancé. Parce qu'ils ont eu des problèmes, notamment avec, c'était l'upper stage, donc c'était le deuxième étage qui a eu des problèmes. Donc ils ont arrêté évidemment les lancements, ils ont investigué, et du coup, ils ont apparemment réglé les problèmes, et ils ont fait d'ailleurs récemment un nouveau lancement, donc qui s'est bien passé, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vous rappelle que l'Ariane 5 d'ailleurs est le lanceur actuel de l'agence européenne spatiale, qu'on utilise pour tous les lancements littéralement, pendant qu'on développe d'ailleurs Ariane 6, ça arrive bientôt. Je tiens à préciser d'ailleurs que j'ai techniquement fait une vidéo sponsorisée pour le groupe Ariane et pour l'Ariane 5 en particulier, donc je tiens à rester clair là-dessus, mais c'est pas, j'en parle pas parce que j'ai fait un contenu sponsorisé, hein. Je tiens à préciser, je parle juste de l'actualité ici, mais bon, je tiens à rester clair au moins là-dessus. Bref, dans tous les cas, c'est une bonne nouvelle parce que c'est l'Ariane 5 qui doit lancer le fameux James Webb Telescope, qui est un télescope qui doit être lancé depuis lui aussi très longtemps, un peu comme le module russe, ma foi, et qui a eu pas mal de délais au niveau de production, de délais au niveau vérification, certification et tout ça. Et évidemment, un des derniers délais, c'était au niveau de la fusée. Le lanceur, ou plutôt le James Webb Telescope, a été designé pour ce lanceur. Donc ils ne peuvent pas juste dire « Oh non, finalement, on va le mettre dans une Falcon Heavy, hein, no problemo ». Non, non, ils ne peuvent littéralement pas faire ça. Ça a été designé pour cette fusée, pour ce fairing, cette coiffure, comme ils disent en français d'ailleurs. Je ne savais même pas qu'ils disaient ça, cette coiffe, voilà, qu'ils disent. C'est un peu particulier. Je préfère fairing en anglais, c'est un petit peu plus classe, mais bon. Dans tous les cas, c'était designé pour cette coiffe, et donc forcément, ils ne peuvent pas le mettre dans n'importe quel lanceur. Ils pourraient l'adapter, hein, mais ça demanderait plus de temps, plus de vérification, plus de... Ouais, ce serait pas mal de problèmes. Donc, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'ils vont pouvoir enfin le lancer quand ils auront réglé d'autres petits problèmes. Il me semble qu'ils ont encore avec, mais oui, ils vont pouvoir le lancer. Donc ça, c'est plutôt cool et j'ai hâte de voir ça parce que je vous rappelle que le James Webb Telescope sera le plus grand télescope jamais lancé dans l'espace. Il est vraiment énorme, même par rapport aux standards qu'on a sur la Terre, où on a les plus gros télescopes qui existent, forcément, hein, qui font la taille d'un bâtiment. Il est déjà très, très, très grand. Il est beaucoup plus grand que le Hubble Telescope qu'on a vu justement la fois dernière, qui est revenu en ligne, qu'ils ont réussi à réparer à distance. Et il va permettre de faire pas mal de découvertes. Alors, c'est pas un télescope qui observe la lumière visible d'ailleurs, il observe les infrarouges en réalité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est lancé extrêmement loin de la Terre. C'était au point Lagrange 2, il me semble, oui. Ça n'a rien à voir avec une grange d'ailleurs, je tiens à le préciser. C'est le point, pour ceux qui se demandent, où la gravité, voilà, la force de gravité de deux astres, par exemple le Soleil et la Terre, sont en équilibre. Et du coup, si vous mettez quelque chose là, il ne bouge pas en fait. Parce qu'il est en mode, la Terre tire dessus, le Soleil tire dessus, mais de manière équilibrée. Donc il y a plusieurs points comme ça. Et le point Lagrange, c'était le 2, il me semble, ou c'était le 3, je ne sais même plus. En tout cas, celui qu'ils utilisent, c'est celui qui est le plus loin du Soleil.
Et vous avez aussi une protection pour ce justement télescope. Il y a une énorme voile qui le protège encore plus des infrarouges du Soleil. Et comme ça, il pourra vraiment observer les infrarouges qui viennent du cosmos, tout simplement. Et donc, nous donner des images très précises sur pas mal de choses. L'un des trucs plus intéressants avec, selon moi, le James Webb Telescope, c'est le fait qu'il permettra d'analyser avec beaucoup de précision la composition des atmosphères des exoplanètes. Donc, une exoplanète, c'est une planète qui tourne autour d'un autre soleil, enfin d'une autre étoile, qu'on voit évidemment dans le cosmos. Et du coup, savoir la composition de l'atmosphère est très important parce que si on voit qu'une atmosphère a exactement le même genre de composition que la Terre, ça veut dire qu'elle a peut-être des conditions de vie similaires à la Terre, en fait. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va envoyer quelqu'un, hein, mais c'est quand même cool à savoir. De toute façon, tout ce qui est en rapport avec ce genre de milieu-là, c'est beaucoup de science pour comprendre notre univers, mais après, c'est pas comme si, évidemment, on allait y aller et observer par nous-mêmes directement. C'est beaucoup trop loin de toute façon la plupart du temps. Mais bon, c'est quand même intéressant à voir à chaque fois. Donc, une plutôt bonne nouvelle là-dessus. Et enfin, une petite dernière news en rapport avec SpaceX, parce que forcément j'allais en parler. Il y a pas mal d'actualités ces derniers temps avec eux. Donc, je vous rappelle qu'ils sont en train de développer une nouvelle fusée qui a 2 étages. Vous avez Super Heavy, qui est un booster, et vous avez Starship, ou Ship comme ils l'appellent maintenant, on ne sait pas trop le nom. On verra bien quand il y aura un nom officiel donné, qui est évidemment la partie supérieure qui va dans l'espace et qui va peut-être nous permettre de retourner sur la Lune, mais aussi d'aller sur Mars. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et du coup, ce qui est assez notable, c'est que depuis le test de SN15, pour ceux qui ont suivi les Texama Show, donc j'en avais parlé, donc il avait fait voler jusqu'à 10 km et puis réatterrir. Il a réussi à atterrir, il est en une seule pièce. Il est toujours rangé à un endroit d'ailleurs, en une seule pièce. Depuis ce test-là, ils ont commencé à faire beaucoup plus de production, ou plutôt de fabrication de tout ce qui est pâte de lancement pour un modèle orbital. Donc là, et ils ont aussi produit évidemment le premier booster qu'on a vu. Donc c'était le booster 3 qui a fait un static fire. Donc ils ont testé, ils ont mis 3 moteurs, ils ont allumé les moteurs pendant quelques secondes et puis ils ont coupé. Tout allait bien. Et du coup là, depuis, ils ont fabriqué le booster 4 et je vous le montre un petit peu vite fait, mais je vous invite à aller voir sur justement, ça c'est NASA Spaceflight, ils ont un live 24 heures maintenant, donc c'est plutôt cool pour suivre ce qui se passe. Donc ça c'est le booster 4 qui est dans le high bay, qui du coup est full assemblé maintenant. Et ils sont en train d'installer les moteurs, et là c'est pas juste genre, oh ils installent 3 moteurs. Non, ils sont en train d'installer la plupart des moteurs. Donc pour information, ils devraient, on les voit d'ailleurs là, il y en a plusieurs. Oh oui, il y en a pas mal même. Il devrait en avoir plus de 28 sur ce booster en particulier. Et ils ont même installé aussi les grid fins. Donc les grid fins, c'est les énormes trucs, on dirait des énormes grattes à fromage, on peut le dire, que vous avez aussi sur la Falcon 9, qui sont beaucoup plus grands évidemment sur Super Heavy. Donc ils ont déjà installé au-dessus. Et le booster est entièrement assemblé. Ils ont aussi enfin assemblé le pad de lancement. Donc ça, c'est le pad de lancement qui est fini. La tour de lancement est finie aussi. Elle est en grande partie assemblée. Donc ils ont pas mal de choses qui commencent à se cliquer en place. Et du coup, on se rapproche du fameux premier lancement orbital de cette nouvelle fusée. Et je suis extrêmement impatient, je peux le dire. Et ce qui est assez notable, du coup, c'est cette semaine-ci. Donc, à mon avis, au Texama Show de la semaine prochaine. Mais cette semaine-ci, SpaceX veut avoir assemblé, même si c'est juste pour tester que tout va bien, mais ils veulent avoir au moins assemblé une fois la full fusée. Donc, le booster plus le Starship par-dessus. Et ça, j'ai hâte à voir. J'ai vraiment hâte. Surtout que le Starship du dessus, donc le ship, peu importe comment ils l'appellent, ce sera Ship 20 d'ailleurs. Donc, par rapport à SN15, comme ça vous pouvez voir un petit peu. Sera aussi le premier modèle avec une full protection, un petit peu comme la navette spatiale thermique. Donc il y aura des petits trucs en céramique noire collés sur la moitié de ce Starship qui le protégera quand il réentrera dans l'atmosphère. Parce qu'il va réentrer dans l'atmosphère vu qu'il sera testé, comme j'ai dit, en full orbital. Donc il va faire pratiquement tout le tour de la Terre et atterrir un petit peu plus au nord d'une île d'Hawaï, pour ceux qui se demandent. Et du coup, il va forcément devoir rentrer dans cette atmosphère et se débarrasser de toute sa vélocité, et ça va se traduire par beaucoup de chaleur.
Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils sont en train de l'assembler à l'heure actuelle. On ne le voit pas ici, mais ils sont en train de l'assembler. Il est là, normalement, oui, il est là. Ils l'ont même réentré dans le mid-bay ici. Et ils ont mis la plupart déjà de ces protections en céramique. C'est très intéressant à voir. Donc, yep, ça veut dire que peut-être d'ici la fin de la semaine, si tout va bien, on aura une magnifique photo de juste le booster avec plein de moteurs en dessous et du Starship ou du ship avec toutes les protections en céramique en dessous. Et j'ai tellement hâte. Franchement, j'ai hâte. Euh, pour ceux qui se disent, ouais, mais qu'est-ce que ça nous aide sur Terre, ça? Il y a toujours cette question, qu'est-ce que ça change pour nous sur Terre? Mais le truc, c'est que il peut y avoir des changements, évidemment. Il y a beaucoup de technologies spatiales qui finissent dans la vie de tous les jours, quoi qu'il arrive. Il y a énormément de découvertes qui ont été faites grâce à la station internationale, faut pas déconner. Mais pour ceux qui se demandent, ben déjà, SpaceX est une entreprise privée, donc ce qu'ils font avec leur argent, techniquement, ça ne nous regarde pas. Et puis le truc, c'est ce que fait SpaceX ici, l'argent qu'ils investissent là-dedans, c'est des cacahuètes par rapport au reste. Genre, Apple dépense beaucoup plus d'argent pour des choses qui ne servent à personne, on peut le dire. Par exemple, construire un énorme nouveau bureau qui est vide maintenant parce qu'il y a eu toute la crise de 2020 et que tout le monde veut travailler à domicile. Donc, yep, si vous voulez vous préoccuper de là où l'argent est investi, il y a d'autres endroits où regarder, franchement. Euh, Moi, le truc que je vois avec l'exploration spatiale et ce genre de choses, c'est que ça donne des rêves. Il y a des enfants qui regardent ça et qui sont en mode waouh, je veux travailler là-dedans. Et ça les motive à devenir ingénieurs, ça les motive à devenir peut-être soudeurs, parce qu'il y a beaucoup de travail de soudage là-dessus. Euh, Ça les motive à travailler là-dedans et à se faire une carrière. Et ça, c'est une bonne chose, selon moi. Donner des rêves aux enfants, ça vaut la peine. Et ça, bah, c'est du rêve en barre. Euh, le nouveau HQ de Apple, ouais, c'est pas trop du rêve. Ça, c'est du rêve en barre pour beaucoup d'enfants. Donc, ça, oui, peut-être que ça va pas vous aider sur Terre, mais honnêtement, c'est hyper cool à voir. Et de toute façon, encore une fois, c'est une société privée, donc, yep. Il y a certainement, ça m'étonnerait même qu'il y ait un seul euro des taxes européennes qui a fini chez SpaceX. Genre, il y a très peu de chances que ce soit le cas, donc, yep, appréciez juste, au lieu de vous plaindre, appréciez juste l'ingénierie derrière, parce que c'est une énorme fusée. Elle fait plus de 120 mètres de haut. C'est la plus puissante jamais faite. Elle sera 2 fois plus puissante que la Saturn V, normalement, en tout cas, selon les specs. Et yep, elle est juste monstrueuse, quoi. Et aussi, elle a quand même un côté renouvelable, parce que déjà, elle est faite pour être utilisée, donc elle va pas être détruite à chaque fois. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Si on veut, peut-être, oui, polluer moins, encore une fois, en lançant des satellites dans l'atmosphère, en orbite plutôt. Et aussi, un truc qu'il faut quand même noter, c'est qu'il utilise de l'oxygène et du méthane. Et le méthane, vous pouvez le produire en retirant du CO2 de l'atmosphère. Donc, il y a moyen de fabriquer le méthane d'une manière renouvelable. Donc, yep. Euh, c'est plutôt une bonne chose, selon moi, par rapport à d'autres fusées qui polluent beaucoup plus, dont la Falcon 9 de SpaceX, qui pollue quand même pas mal. Après, encore une fois, vu qu'ils en lancent une toutes les, allez, au mieux 2 semaines, par rapport à la pollution du reste de la Terre, c'est vraiment, c'est rien du tout. Mais bon, pour ceux qui veulent voir un autre point positif par rapport à ça, il y a ça. Dans tous les cas, c'est à peu près tout pour cette news. Moi, je vais continuer de regarder et ma foi, j'espère vraiment la semaine prochaine vous montrer juste la photo avec les deux stackés l'un sur l'autre. Ce serait formidable. Ça fait longtemps que j'attends ça et ça fait longtemps que je veux le voir. Certainement d'ailleurs pour le lancement. Alors d'habitude, il y a eu tous les lancements de tests. Je disais, si j'ai le temps, je ferai un live. Mais honnêtement, pour le lancement orbital, le premier lancement orbital, je m'en fiche. Il peut avoir n'importe quoi IRL. Je vous fais un live là-dessus parce que j'attends ça depuis trop longtemps. Donc, yep, ça, vous pouvez vous y attendre. Vous l'aurez, ce live. Je peux vous le garantir. Bref, dans tous les cas, c'est à peu près tout pour cette news. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Texama Show aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Il y a une petite dernière, en réalité, news par rapport à la chaîne, qui devrait être plutôt intéressante pour vous. En tout cas, pour ceux qui sont intéressés par ça. Je prévois un live montage PC Mini TX. Ça fait longtemps que je le prévois, ce live. Donc ça devrait arriver samedi si tout va bien. Je dis bien samedi si tout va bien. Et du coup, on va monter un PC Mini TX dans un NR200p. Donc, c'est un petit boîtier de couleur master. Il y aura
des composants, des anciens composants que j'ai, mais j'aimerais leur redonner une seconde vie en faisant un mini PC que je peux utiliser comme PC de secours déjà. On ne sait jamais. Parce que enfin, le nouveau PC, le nouveau Sama PC 2021 est fini d'être monté, comme je vous l'ai montré hein, la dernière fois. Et je suis en train de faire de filmer tous les plans vidéo et tout ça pour vous faire une jolie vidéo de présentation et tout ça, parce que c'est ce qui m'intéresse à faire. Donc là, j'ai filmé la plupart des trucs, d'ailleurs, il est juste là. Et du coup, ben, je tiens à avoir un PC de secours, parce qu'il y a du water cooling. Donc s'il y a un problème, voilà, il faut avoir un PC prêt à juste ce que je peux prendre, mettre à la place de celui-là et juste utiliser pour faire mes vidéos et tout ça, parce que si j'ai plus d'outils de travail, c'est un peu problématique. Et pour information, je suis assez sécurité de données, donc pour ceux qui se demandent, le PC water coolé, comme tous mes PC water coolés, est full backup en permanence. Donc tous mes dossiers importants sont backup sur le NAS en permanence afin d'éviter la perte de données. Donc que ce soit mes mondes Minecraft pour ma chaîne Minecraft, que ce soit mes documents et tout ce qui est de toute façon production vidéo, je le fais sur le NAS. Donc, pour ceux qui se demandent, même s'il y avait un problème avec ce PC, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à maintenant et j'ai déjà fait tourner pas mal d'heures, j'ai des solutions de backup en place. Donc, avec un PC de secours, j'ai juste à le mettre en place, mettre les trucs que j'ai besoin pour faire mes vidéos et je pense que je les aurais déjà mis au préalable. Et voilà, c'est parti, je peux faire mes vidéos avec. Et comme c'est un PC Minitic, c'est petit, je peux l'emmener un peu partout. Et quand on pourra revoyager, on peut techniquement, mais je sais pas si ça va durer, mais quand on pourra revoyager, je pourrai l'utiliser aussi pour, si je dois aller quelque part, ben, je peux prendre ce mini PC qui a beaucoup de puissance et pouvoir travailler avec. Donc c'est plutôt intéressant. Yep. Mais bon, on verra bien ce que ça donnera, quoi qu'il arrive. Donc montage normalement samedi, en début d'après-midi certainement. Et la vidéo sur le PC là, je vais essayer de la finir pour dimanche. Je croise les doigts, je tape sur du bois aussi. On va essayer dimanche, ce serait pas mal dimanche. Ça fait trop longtemps qu'elle doit sortir cette vidéo. Dimanche, ce serait vraiment génial. Et vous allez le voir, pour moi, il est magnifique. C'est le plus beau PC que j'ai jamais monté. Je suis extrêmement fier. Il n'est pas parfait, il y a des petits trucs. Hein. Il y a eu aussi des petits accrochages sur le chemin, mais au final, c'est ça qui est bien dans les aventures. C'est pas le résultat, c'est le chemin. Et le chemin a été très intéressant, même s'il y a eu des problèmes. J'ai appris beaucoup de choses et honnêtement, maintenant, j'aurais beaucoup plus de confiance à faire un PC water-coolé avec des tubes rigides. Genre maintenant, je pense que je maîtrise beaucoup mieux. J'ai appris à mesurer 4 fois et couper une seule fois déjà. J'ai appris à gérer tout ça. Et ouais, j'ai beaucoup plus de confiance là-dessus et je pense que la prochaine fois, ça ira beaucoup plus vite. Est-ce que je le referai en live? Non, par contre, c'était une idée stupide depuis le début. De toute façon, la plupart des gens qui font des PC water-coolés en live, bien souvent, c'est pas avec des tubes rigides ou alors ils ont déjà pré-coupé les trucs parce que c'est une très mauvaise idée de faire des PC water-coolés en live en temps normal. Mais encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus si c'est des tubes rigides parce que c'est juste très compliqué à gérer. Donc ouais, ça je le ferai plus par contre. Ou alors ce sera préfet, ou alors ce sera des tubes non rigides. Parce que là, les tubes non rigides, franchement, je peux le faire directement. J'ai déjà fait plein de fois. C'est très facile. Quand vous avez l'habitude, franchement, c'est juste pop, 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 je coupe, pop, 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 je mets les trucs, je serre, c'est fini. On teste voir s'il y a une fuite, c'est bon. Allez, c'est parti. Tube rigide, comme je dis, il faut mesurer 4 fois avant de couper. Donc ça prend pas mal de temps des fois. Mais bon, le résultat est très classe. Donc ouais, bref, dans tous les cas, ça arrivera. En attendant, c'est à peu près tout pour ce texte. Ça marche aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve après une prochaine vidéo et je vous dis salut à tous. Je sais pas pourquoi j'ai fait l'intro aussi vite. L'autre plutôt. Au revoir.